bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Pour ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir Pauline Lahari. Pauline est la fondatrice de MyCV Factory, un site qui propose un service d'aide à la candidature. On retrouve sur le site des modèles de CV et de lettres de motivation à télécharger, un accompagnement personnalisé pour la rédaction de son CV et sa lettre de motivation, mais aussi un accompagnement pour la rédaction de son profil LinkedIn et même de la formation en ligne. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment Pauline a identifié un marché encore vierge en France, à savoir celui du modèle de CV à télécharger, et comment une cible qu'elle n'avait pas identifiée au départ, à savoir la cible B2B et plus précisément les écoles, est devenue pour elle une véritable opportunité pour son business, et comment elle a réussi à la transformer. On y apprend également comment elle a réussi à grossir son entreprise sans avoir embauché après 7 années d'existence, et comment elle a réussi à construire un réseau de freelance solide et de confiance. Elle nous explique les procédures et outils qu'elle a mis en place pour manager cette soixantaine de freelances. Pauline nous raconte également comment elle s'est rapidement positionnée comme experte dans le domaine du CV et de la recherche d'emploi, en écrivant 2 livres et en se faisant accompagner par une agence de relations presse. Nous avons aussi parlé de comment après 7 ans donner un nouveau souffle à son entreprise grâce à de nouveaux projets et de nouvelles rencontres. De l'importance d'avoir un mentor pour échanger et aider à la prise de décision. Pauline nous confie également ses projets pour MyCV Factory, comme la refonte du site pour se concentrer sur l'essence même de son offre, et même le lancement de sa future TV show qu'elle co-anime avec Caroline Bijac. Enfin, elle se confie sur son équilibre vie professionnelle et vie personnelle, qui n'est pas toujours évidente quand on est entrepreneur solo et que l'on devient maman de 2 petits garçons. Très important, avant de laisser place à l'épisode, je vais vous demander un petit service. Merci de prendre le temps de noter le podcast sur Apple Podcast et de laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur newwomanboss.fr. Et tout de suite, je laisse place à notre échange avec Pauline Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour Fatima. Heureuse de t'accueillir sur le nouveau podcast. Mais merci. Pour commencer, je vais te demander une présentation un peu spéciale. Oula. Puisque tu es dans le domaine du CV, et je vais te demander de te présenter pour en savoir plus sur toi. Et par exemple, donc, si tu envoyais ton CV, là, une lettre de motivation pour décrocher un job de rêve, quelles compétences tu mettrais en avant? Belle entrée en matière, je dois dire. Comme compétence, je dirais que je suis très persévérante, très créatrice de projets, lanceuse d'idées. Je pense que ce serait ça les mots qui me viendraient à l'esprit, oui. Et très motivée, dynamique, voilà, j'ai très envie d'apporter ma valeur au sein d'un projet, dans une cause assez grande, voilà. Qu'on soit utile à quelqu'un, voilà, j'aime me sentir utile à quelqu'un. D'accord. C'est ce qui t'a amené du coup à créer MyCV Factory quelque part. Exactement, ouais, ce côté très gratifiant de venir en aide à un étudiant ou à un senior qui peut être un peu perdu sur sa démarche d'emploi. D'accord. Et justement, donc du coup, cette idée-là, tu l'as eue à quel moment? Je l'ai eue en fait en sortant d'école. J'ai voulu trouver un travail comme tout le monde et puis en fait au lieu de trouver un travail comme tout le monde, en fait j'ai aidé mes amis à le faire parce qu'en fait avec mon mari mon mari a été pris en VIE à Pékin et en fait son visa a mis beaucoup de temps à arriver. Il a mis 9 mois à arriver, donc en fait j'étais un petit peu bloquée dans le sens où je pouvais pas tellement postuler pour un poste sachant que j'étais pas sur place. Et donc j'avais cet entre-deux pendant longtemps et je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un pendant 9 mois ou m'aider moi-même, m'occuper. Et donc j'ai décidé d'aider quelques amis qui cherchaient un emploi à ce moment-là et donc j'ai réussi à faire leur CV, ça a bien marché et puis je me suis dit mais en fait c'est ça que je devrais faire, aider vraiment des personnes sur leur CV. Et c'est comme ça qu'est né MyCV Factory à ce moment-là. D'accord. C'est en aidant d'autres personnes que tu t'es dit tiens, il y a quelque chose à faire sur ce marché-là. Oui, exactement. D'accord. Et donc quand tu lances justement MyCV Factory en 2014, j'imagine que tu as fait une recherche un peu sur le marché et tout ça, donc français, il y avait quand même un peu de concurrents sur cette... Il n'y avait personne. D'accord. Il n'y avait vraiment personne. Pas un seul site qui existait. Donc en fait, j'étais au tout début du marché. Par contre, beaucoup de concurrents américains, donc aux États-Unis, donc que des sites en anglais. Donc j'ai pas mal regardé ce qu'ils faisaient.
Il y avait très peu de sites de modèles de CV. C'était beaucoup d'accompagnement, de rédaction de CV. Donc j'avais ma part à jouer sur ce marché-là à l'époque. D'accord, donc le positionnement que tu prenais à ce moment-là, c'était vraiment le modèle de CV et l'accompagnement aussi derrière pour le rédiger. En 2014, j'ai démarré avec juste l'accompagnement au CV. Il n'y avait pas encore les modèles. C'était juste de la rédaction de CV. Donc en tant qu'étudiante, tu pouvais payer 20 € pour avoir ton CV rédigé par mes soins. C'est moi qui faisais tout au début. Et en fait, c'est qu'un an et demi après que les modèles sont venus où j'ai pu vraiment changer un peu d'échelle aussi dans les volumes de vente grâce au modèle de CV puisqu'il y avait moins de temps homme derrière. D'accord. Mais on y reviendra, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, ce que je me dis, oui, justement, à cette époque-là, donc tu fais l'accompagnement dans la rédaction de CV, puis après, j'imagine que très vite aussi, tu détectes un besoin en termes de présentation de CV. Ouais. Parce qu'on voit aussi, il y a eu un peu l'effet du CV Marissa Meyer, qu'on retrouvait un peu partout sur le web, en fait, qui n'était pas vraiment son CV, mais c'était plutôt un coup de pub d'une agence. Et justement, c'est peut-être à l'époque aussi, les CV c'était un peu ennuyant, on va dire. C'est vrai que pendant très longtemps, on ne faisait pas très attention à ça. C'était un simple CV sur Word, en noir et blanc, qui détaille nos différentes expériences professionnelles et nos diplômes. Et comment toi, tu as pu détecter aussi qu'il y avait ce besoin de se différencier Déjà, moi-même, je l'ai vécu, j'ai eu envie de me différencier. Donc, j'avais déjà créé un modèle de CV par moi-même, en fait, sur PPT, sur PowerPoint. Et puis, en fait, mes amis avaient trouvé ça vachement bien et ils voulaient que je leur donne le design. Donc déjà, l'intérêt, le marché, je l'ai vu ici, en école de commerce, où mes amis m'avaient dit « mais c'est super, vas-y, donne-moi ton template ». Donc, je me suis dit « il y a quelque chose à faire, il n'y en a pas qu'un qui me l'a demandé, il y en a 20 ». Donc je me dis, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Donc moi, j'y connaissais rien en design. Et donc en fait, mon voisin de palier était designer. Et donc je lui ai dit, écoute, tu veux pas me donner des cours sur InDesign, je te paye 6 heures de cours pour être autonome et créer mes templates par moi-même. Et donc en fait, pendant 2 semaines, il est venu à titre, de 2 heures tous les soirs pour m'expliquer comment ça marche et me rendre autonome sur ça. Et après, du coup, j'ai créé une trentaine de templates pour lancer le site. D'accord, très bien. Donc, du coup, c'est toi-même qui les as créés après t'être formée. Exactement. D'accord, très bien. Puis après, on va voir que très vite, donc, ça va évoluer puisque tu prends derrière, tu fais appel à des freelances. Alors ça, c'est venu très lointain après. Ouais. D'accord. Je suis bien restée 3 ans toute seule. 3 ans, donc c'est toi qui gérais tout tout. Le site, les templates que tu proposais. Exactement, et entre-temps, donc, j'ai atterri à Pékin. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé un travail à Pékin. Donc pendant 2 ans, j'ai mené les 2 activités de front. Ce qui explique aussi que je commençais à avoir beaucoup de choses à faire. Ouais. Et c'est comme ça que l'idée des freelances est arrivée. En fait, c'est parce que je pouvais plus gérer toute seule, notamment aussi parce que j'avais un travail à temps plein. Oui. Donc les freelances, finalement, sont arrivés un peu après. D'accord. Et tu travailles toute seule. J'ai vu qu'au départ, tu te lances sur c'est My Job Box, donc la box qui contient qui contenait donc un modèle de CV, un CV vidéo, un coaching pour préparer son entretien. C'est ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est ce que tu avais mis en départ en place et puis après tu l'as fait évoluer vers les templates. Alors non, au tout début c'était My CV Factory et en fait My Job Box est arrivé 2 ans après avec un partenaire que j'aimais bien, qui aujourd'hui font autre chose que du CV vidéo. Ils font de la production audiovisuelle pour les entreprises, ça s'appelle Slaps. Et en fait, on s'était bien entendu et donc on avait fait une box ensemble. Mais voilà, cette box c'était aussi une sorte de petit coup de pub et d'ailleurs ça avait bien marché parce qu'on avait été dans Télématin avec cette box-là. D'accord. Donc c'était vraiment une box physique qu'on recevait chez soi et nous on aimait bien ce côté-là un peu produit puisqu'on vendait beaucoup de digital et donc ça nous faisait du bien aussi d'aller dans la boîte aux lettres et tout ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est un projet, c'était plutôt un coup de pub plus qu'autre chose pour avoir un peu des services sympas au niveau de l'emploi, mais c'est pas quelque chose qui était fait pour durer. D'accord, c'était vraiment un coup de pub et puis ça t'a apporté de la notoriété aussi. Voilà, un peu média. D'accord. Et du coup, quand tu es à Pékin, que tu étais en job à temps plein, à un moment, tu te dis qu'il faut que tu bascules sur My CV Factory. Exactement. En fait, quand
quand je travaille, donc j'ai travaillé 1 an et demi pour Altima, qui est une agence de web, j'étais commerciale. En fait, je suis tombée sur quelqu'un, mon boss à l'époque, qui est vraiment très très leader dans l'entrepreneurship, mentoring de jeunes. Et il m'a tout de suite bien aimée. Et en fait, depuis le début, d'ailleurs on s'écrit assez souvent, il continue de me suivre. Et donc il m'a dit, bon Pauline, quand est-ce que tu nous quittes pour vraiment te mettre à 100% sur ton projet, puisque sinon il n'avancera jamais. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois je me dis il a raison, si j'avais vraiment 100% de mon temps dessus, peut-être que ça serait génial en termes de chiffre d'affaires et tout ça. Et puis un jour je vais le voir et je lui dis bon tu sais ce que je vais t'annoncer, je vais m'en aller. Je m'en vais. C'est ça. Je suis prête. Et lui-même est parti en plus, donc voilà, on est partis tous les deux, donc c'était l'occasion aussi de vraiment m'intéresser à MyCV Factory de plus près. Et j'ai pris des bureaux en fait au même étage que cette entreprise. Et donc voilà, j'étais vraiment... là, c'est l'année où vraiment ça a décollé pour MyCV Factory, puisque c'est l'année où les modèles de CV sont nés. Vraiment le côté template, où on vend en fait le même template à plusieurs. Donc forcément, ça fait on appelle ça le scale finalement. On peut vraiment parler de ça. Et là, vraiment, c'est le début de la nouvelle vie. D'accord, c'était en quelle année ça ? C'était 2015. 2015, d'accord. Ouais. Et là, fin 2015 et en 2016 le statut juridique passe en SASU, parce que au début c'était que de l'auto-entreprise. D'accord, donc là c'est là tu te sens prête à te lancer complètement dedans. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là justement tu te sens... c'est que tu vois que le marché il est là et qu'il faut passer à l'étape supérieure. Exactement, ouais. Il y avait une concordance du timing, j'étais disponible, j'avais quitté ma boîte, c'était... les ventes augmentaient, j'avais rien à perdre en fait, à tout tenter. D'accord. Et pour scaler justement, tu te rends compte qu'il fallait plus de templates de CV, donc moins de temps de ma part. Moins de temps, pour te concentrer sur des choses peut-être qui sont un peu plus essentielles pour... sur la stratégie, la vente. Donc voilà, tout ça c'est arrivé petit à petit, tu vois, finalement entre 2014 et 2016, il s'est quand même écoulé du temps. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir cette nouvelle offre de volume en modèle de CV, donc une grosse stratégie finalement un peu SEO aussi, pour essayer d'accumuler le plus de trafic possible. Donc c'est là où tout d'un coup je bascule aussi dans le côté très website, et tout ce que j'ai appris chez Altima en tant qu'agence web, j'ai pu aussi le mettre en application. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis toute la rédaction de CV, j'ai augmenté mes prix et j'ai pris des freelances pour s'en occuper, puisque jusqu'ici c'était moi qui le faisais le soir et le week-end. Oui. Ah oui, d'accord. Donc là, tu avais vraiment besoin d'aide extérieure. Et justement, donc, aujourd'hui, il y a une 60aine de freelance, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi. Donc, c'est quoi ta méthode justement de recrutement de freelance pour avoir les bonnes personnes? Et puis, comment tu leur parles du projet pour qu'ils... En fait... c'est marrant parce que les freelances du début sont les freelances d'aujourd'hui. Donc ils sont restés. Ils sont restés. En fait, je pense qu'il y a une grande partie un peu de fidélité, loyauté. Je pense que les gens restent pas pour faire de la rédaction de CV. Je pense que les gens restent parce qu'on s'entend bien et qu'on s'aime en fait. Donc forcément, quand il y a une grande amitié comme ça qui se lie, on est content de travailler ensemble et on donne tout pour y arriver. Donc ça, c'est déjà un premier point où je sélectionne pas forcément sur des expertises. Bien sûr, c'est important qu'elle ait l'expérience et qu'elle sache rédiger un CV. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai feeling avec la personne. Est-ce qu'on va bien s'entendre au quotidien? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de doute. On peut travailler comme ça. Et en termes de freelance, tu as des rédacteurs, graphistes, c'est ça? Exactement, beaucoup de rédacteurs de CV, d'optimisateurs de LinkedIn, des coachs en fait, des coachs consultants en indépendant sur le recrutement aussi pour faire des interventions, des coachings auprès des candidats. Voilà, il y a un peu de tout sur les freelances. Comme mon modèle, c'est celui-ci, c'est de mettre en fait tous les métiers en freelance, que ce soit le marketing, la communication, la gestion des projets. Tout est freelancé. Donc en fait... Oui, ce que j'ai vu, c'est ta stratégie depuis le départ. Donc, depuis le départ, aucun salarié, tu es seul et en fait, tu travailles qu'avec des freelances. Alors, comment on manage 60 freelances? Ça doit être un sacré défi quand même. Oui, exactement. C'est assez complexe, effectivement. Les agendas des uns, des autres... se rappeler qu'un tel doit me donner tel truc. En fait, parfois, on peut être complètement perdu si on n'est pas très organisé.
Évidemment, je ne suis pas passée de 0 à 60 freelance. Oui. Donc en fait, c'est ça le secret. Exactement. C'est que le secret, c'est que chaque année, on en met 5 de plus. Donc en fait, on s'adapte et on a des nouveaux process. Un process qui marchait pour 3 personnes ne va pas forcément marcher pour 50. Ouais. Donc en fait, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées en plus pour vraiment huiler un peu l'arrivée, les départs aussi. Essayer de s'organiser un peu pour pas oublier des choses en route. Alors comment tu mets justement, c'est quoi le process justement de gestion quand on arrive à cette barre-là, plus de 50 personnes? Alors en fait, on va avoir différents pools. Par exemple, d'ailleurs, c'est le premier exercice que j'ai fait, c'est de savoir quels sont les grands thèmes chez MyCV Factory. Donc il va y avoir le thème financier, il va y avoir le thème marketing, communication, le thème tout ce qui est rédacteur, voilà, la production. Et ensuite seulement, on va pouvoir mettre des gens dans ces cases-là. Et savoir qui doit faire quoi. Un peu comme dans une entreprise, c'est vraiment un arbre généalogique des missions à faire et des métiers à faire. Et ensuite seulement, on va aller chercher la personne freelance du coup pour faire ces missions-là. Donc déjà, c'est important de savoir de quoi on a besoin parce que parfois, on veut déléguer telle tâche, mais on ne sait pas non plus un besoin énorme. Ça vaut peut-être pas le coup encore de le déléguer. Je pense qu'il faut aussi déléguer quand là on devient incompétent un peu sur le sujet et que quelqu'un peut vraiment nous apporter une valeur sur le sujet. Donc par exemple, le commercial chez moi n'est pas encore délégué. Je n'ai pas de freelance commercial. Pour ça. Et c'est encore mon coach de l'époque qui m'avait dit les dernières choses à déléguer, c'est le commercial et les RH. D'accord. Parce qu'un mauvais recrutement peut te planter une boîte et un mauvais commercial aussi. Donc ça, c'est vraiment deux choses que j'ai apprises en tout cas. Et le reste, par contre, voilà, il faut les intégrer. Donc, comment on les intègre? On a un Slack. C'est vraiment une messagerie, un genre de gros WhatsApp d'entreprise, avec des thèmes à chaque fois. Et tous les jours, j'ai des messages non lus sur chaque chaîne. Les chaînes, voilà, chaque chaîne a son nom, quoi, commercial, marketing, etc. Et on discute avec les personnes en question pour avancer sur tel projet. Et donc, il y a des freelances qui sont clés chez moi, qui doivent faire avancer les projets, notamment Virginie, avec qui je travaille depuis le début, qui au départ était rédactrice CV. Et aujourd'hui, elle est chef de projet de tous les candidats. C'est elle qui va recruter des nouveaux freelances, c'est elle qui va les former. Si elle s'aperçoit que c'est pas forcément au rendez-vous en termes de qualité, on questionne pourquoi, etc. L'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un de rapidement opérationnel. On se dit qu'après 3 essais de projet de candidat, si c'est toujours pas aux normes et aux attentes, on essaye de voir quelqu'un d'autre. D'accord, très bien. Donc ça marche essentiellement, donc toute l'équipe est animée sur Slack avec... donc il y a une freelance quand même qui a évolué, qui aujourd'hui te vient en aide sur la partie recrutement et test des différents freelances que vous prenez. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui doit gérer des freelances parce que quand on démarre, c'est vrai que sa société, donc là aujourd'hui tu es à plus de 50, à 60, mais quand tu as démarré, quand on a 3-4 freelances, comment je dirais que déjà là-bas, c'est vraiment d'avoir le Slack commun. On invite, d'ailleurs Slack est gratuit pendant un grand nombre de temps. C'est au volume de freelance dessus, donc maintenant je suis passée sur un truc payant, mais c'est tout récent parce qu'avant j'avais pas forcément besoin d'un Slack payant. Donc en fait voilà, tout le monde comme ça est fédéré au même endroit. Ça c'est important de centraliser les gens au même endroit parce que sinon on s'éparpille, on sait plus où est-ce qu'on doit lui parler. Donc avoir une plateforme centralisée, c'est important. Et après essayer d'organiser le Slack par thème, par thématique aussi, et voilà, ça permet quand même d'avoir un minimum d'organisation. Et après, sur tout ce qui est facturation, ça peut vite être un problème parce que si on doit facturer à 60 personnes en même temps, et parfois c'est mensuel et parfois c'est à la mission, en termes de finances, ça devient assez difficile à gérer. Donc ça, par exemple, moi je passe par Upwork, qui est une plateforme internationale de freelance. Et en fait, toutes les factures se font automatiquement. Donc la freelance a juste à remplir les missions qu'elle fait et j'ai juste à cliquer sur un bouton pour valider tout ce qui s'est fait dans le mois par exemple. Donc c'est Virginie aussi qui s'occupe de ça, qui valide toutes les missions de chaque freelance et ça génère un paiement automatique. D'accord, très bien.
Oui, Voilà, faut quand même essayer de s'aider un petit peu aussi d'outils qui permettent d'aller vite, parce que je peux pas me permettre de payer une petite facture là, puis demain il y en a une autre et demain il y en a une autre aussi. Oui, donc, en termes de gestion, ça serait vraiment, tu prendrais plus de temps à faire ça qu'à faire autre chose du coup. Ouais. Et est-ce que tu as des perspectives maintenant, au bout de 7 ans, de recruter ou pas du tout? Pour l'instant, non. Pas forcément. Aujourd'hui, le modèle il fonctionne. Il te convient très bien comme ça, donc c'est pas un objectif. Voilà, c'est pas. Après, si l'occasion se présente, pourquoi pas, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne comme ça, et puis chacun du coup est content aussi d'avoir d'autres activités à côté. Voilà, c'est plutôt un environnement où chacun est épanoui, chacun a ses propres clients, et du coup c'est plutôt sympa. D'accord. Justement, à propos des clients, donc j'imagine quand tu lances MyCV Factory, tu avais en tête une cible plutôt jeune, je pense, étudiant. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu as vu plus de profils différents sur MyCV Factory? En fait, ça a évolué sacrément quand je suis rentrée en France. C'était fin 2016. Et en fait, j'ai eu une école qui m'a contactée pour me dire voilà, nous on met en place des choses sur le CV, on aimerait peut-être discuter avec vous. Et en fait, donc c'était l'EDEC à l'époque, et je me dis mais waouh, en fait, il y a quelque chose à faire en B2B, et je l'avais pas vu avant. Ça faisait longtemps que je me disais comment faire plus de volume, comment avoir tous les étudiants en même temps, parce que quand même un site grand public comme ça, un site marchand, il faut aller les chercher, les candidats qui viennent acheter. Donc un acheteur, il y a peut-être beaucoup d'efforts pour l'avoir. Et là je me dis, en une école de commerce, en un deal, je peux peut-être tous les obtenir. Donc là ça m'a ouvert une porte. Et aujourd'hui le B2B représente 2/3 du chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça c'est devenu presque notre business principal. Mais donc en fait voilà, à partir de 2016 j'ai mis mon temps sur le B2B, donc tout ce qui est vraiment université, école de commerce et d'ingénieurs, pour vraiment travailler une offre jeune, donc vraiment 18-24 ans, et vraiment les accompagner au mieux sur le CV, la préparation aux entretiens, les coachings. Oui. Donc on a beaucoup de jeunes grâce au deal B2B. Mais par contre, on a toujours le site marchand, et là, on a des jeunes qui achètent les modèles de CV, comme à l'époque, et on a des seniors plutôt sur l'offre de rédaction de CV. D'accord. Quand tu dis senior, c'est vraiment... Entre 35 et 55 ans. D'accord. Senior en termes d'expérience, de carrière, donc d'accord. Et oui, effectivement, du coup, ton positionnement a bien évolué, du coup, avec le B2B qui s'est présenté, parce que j'imagine, en B2C, pour scaler ce genre de business, il faut beaucoup d'argent. Ça demande un grand investissement, j'imagine, en canal d'acquisition pour pouvoir... C'est ça. Et puis, c'est aussi une époque où déjà, il n'y avait rien qui existait sur le marché des écoles. Donc j'ai longtemps été seule, finalement. Et puis en B2C, sur le grand public, la concurrence est arrivée. Et donc j'étais quand même bien contente d'avoir lancé mon B2B en parallèle, parce que il y en a plein qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est un marché qui a beaucoup de compétition, des mots-clés qui sont très chers. Donc en B2C, c'est pas facile de rester pionnier et leader de son marché. Et en B2B, j'ai un petit peu cette avance-là, mais il faut rester... vigilant. Rester vigilant là-dessus. Et du coup, on a parlé de l'équipe. Aujourd'hui, tu as dit que ça représente 2/3 de ton marché. Et ceux qui viennent, je sais, les écoles, j'imagine que tu as les démarches, donc c'est assez facile. Mais aujourd'hui, en B2C, les clients qui viennent sur ton site, est-ce que tu connais un peu les retombées justement qu'a MyCV Factory sur leur entretien, sur leur candidature aujourd'hui? Si on vient sur MyCV Factory, je prends un CV, est-ce que derrière l'accompagnement, comment tu mesures cet accompagnement, l'impact qu'il a sur... C'est une bonne question, parce que c'est très difficile à mesurer. En fait, nous on recontacte les clients après, donc c'est leur souhait de nous répondre ou pas. Quand ils nous répondent, on sait que ça a marché, on est content. Mais quand ils ne nous répondent pas, on ne sait pas vraiment. Donc c'est un peu compliqué de mesurer. D'ailleurs, je travaille un peu sur ce côté data, comment récupérer une data de qualité et vraiment pouvoir mesurer la performance de nos CV et de nos interventions.
Mais ça, donc, c'est vraiment un sujet clé sur lequel on travaille, mais c'est pas évident de trouver des moyens d'engager le candidat à nous répondre et à nous donner des pistes sur ce qui s'est passé derrière. Sur ce qui s'est passé derrière. Peut-être plus si vous avez dans les accompagnements individualisés, là peut-être que c'est plus facile, mais c'est vrai que si je viens télécharger le CV, voilà, là, faire un feedback, c'est ça, c'est plus compliqué. Pour le pousser à faire un retour, c'est plus compliqué. Peut-être plus facile en B2B, non? Parce que vous approchez avec tous les étudiants, donc il y a des retours qui sont plus concrets. Voilà, c'est plus concret parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le taux de placement de l'étudiant. Alors, est-ce que c'est grâce à nous? Peut-être pas. En tout cas, on a aidé, on a contribué à faire ça, à réussir son taux de placement. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, les événements de recrutement, les job dating que les écoles organisent, on a souvent des très très bons retours des entreprises en fait, qui viennent ces journées-là en disant « Waouh, c'est vraiment dingue ce que vous avez fait comme travail sur le CV cette année. C'est hyper pro. » Voilà, on a de très très bons retours sur la qualité des CV. D'accord. Donc... c'est assez... c'est un défi en tout cas pour mes CV de savoir un peu les retours, en tout cas en B2C. On y travaille. Mais du coup, vous avez quand même de la data sur le nombre de CV téléchargés par mois, etc. Voilà, ça on sait, toutes ces choses-là. On essaye aussi d'aller sonder nos étudiants. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en place assez récemment pour en fait mieux comprendre leurs besoins, savoir de quoi ils ont besoin en fait. Est-ce que y a une demande sur la lettre de motivation? Est-ce que sur l'entretien, ils aimeraient savoir quoi exactement? Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est assez riche parce que les étudiants en fait ne demandent qu'à dire ce qu'ils pensent vraiment. Et donc c'est l'occasion pour eux de vraiment parler, de nous dire voilà, moi je rêverais de ça. Et nous derrière, à nous de trouver la solution qui répondra aux besoins. Donc ça, c'est hyper important, de les écouter et d'y répondre. Exactement, oui. Donc c'est vraiment aller directement sur le terrain et écouter les études. T'as déjà fait une enquête là-dessus, justement? Oui, on a plein d'enquêtes, justement. Et derrière, justement, j'ai une freelance, Cécile, qui s'occupe de tout ce qui est... c'est un métier incroyable parce qu'elle traduit la data dans le produit. Donc à elle d'innover sur le produit, de le développer pour répondre aux besoins qu'elle a identifiés dans les sondages. Donc c'est partir d'une demande, partir du terrain pour aller le digitaliser et l'offrir du coup après à nos étudiants. Et ça, c'est un gros travail de réflexion bien sûr et d'intégration dans notre offre actuelle pour répondre le plus rapidement possible dans un coût, on va dire, pas restreint mais un coût accessible. Tout ça dans le temps, voilà, c'est un gros projet qu'elle a, elle, de faire développer le produit conforme aux attentes. D'accord. Et au-delà. Et jusqu'ici, vous avez justement identifié des attentes qui n'avaient pas été... tout ce qui est sur on va dire l'approche stratégie de candidature. Aujourd'hui, les étudiants, il y a tellement de job boards qui sont perdus sur où aller chercher l'information. Donc voilà, on est parti de ça pour faire plein d'updates de notre produit pour orienter au mieux l'étudiant selon son besoin. Voilà, s'il est jeune et qu'il veut travailler dans telle start-up, voilà les sites adaptés à lui. Donc on fait un peu de la curation de contenu. Donc ça, c'est intéressant pour lui, ça lui fait gagner du temps. Donc voilà, c'est des petites choses, mais qui font du coup l'expérience utilisateur étudiante sur nos plateformes font qu'on a 98% de taux de recommandation et d'utilisation. D'accord, donc c'est vraiment lui faire gagner du temps en lui mettant sur un plateau les informations qu'il recherche, il les retrouve tout de suite. Voilà. D'accord. Et comment elle s'est construite justement ton offre? J'imagine au départ tu étais vraiment partie sur du CV et puis petit à petit elle a évolué comment? Ça c'est vraiment les écoles qui m'ont fait grandir sur l'offre. En fait, j'imagine. Les écoles. Vous allez voir des feedbacks très rapidement. Voilà, en fait les écoles elles avaient pas mal de demandes au démarrage. Voilà, je veux ci, je veux ça. Elles travaillent avec les étudiants depuis assez longtemps, donc elles ont quand même une idée précise en fait de ce qu'elles voulaient. J'aimerais ci et si on faisait ça, et en fait j'ai construit l'offre en fonction d'elles. Donc aujourd'hui c'est une offre que je peux vendre à plein d'écoles et qui s'adapte quand même aux enjeux de chacune.
C'est pas le bac standard qu'on vend tout le temps. Voilà, on a quand même des petites spécificités pour chacune. Mais voilà, globalement, l'offre, c'est ça. C'est du modèle de CV, de l'aide de motivation, des pitchs. Donc, il y a vraiment une partie template et une partie conseil qui est très très forte chez nous. C'est le conseil, l'humain, avec des fiches conseils, des vidéos. On a des e-learning aussi sur les talents, sur travail à l'étranger. Tous les thèmes sont abordés. Et puis, la relecture de CV, de lettres et de LinkedIn, où on vient vraiment, avec notre brigade de coach, relire le profil de l'étudiant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider le service carrière sur tout ça, tous ces sujets-là qui sont parfois très compliqués, parfois quand elles sont peu nombreuses au service carrière. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu. D'accord. Justement, par rapport à cette offre, j'ai vu qu'il y avait aussi donc, tout l'accompagnement par rapport à LinkedIn. Aujourd'hui, quelle est la valeur du CV par rapport à LinkedIn ? C'est très complémentaire. Très complémentaire. Le LinkedIn, ça va vraiment être de l'image de soi, en fait. C'est un outil marketing très puissant, un outil de réseautage très puissant. Donc, en fait, c'est pas vraiment un CV. Un LinkedIn va énormément enjoliver la réalité. Il y aura une belle photo, il y aura plein d'éléments médias. C'est quelque chose, c'est plus un portfolio packagé de soi-même. Alors qu'un CV, c'est plus droit au but, des bullet points. On est plutôt synthétique et c'est une sorte de photo de soi-même factuelle, chiffrée, le CV, plus que LinkedIn. Et il y a des choses, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs entre deux CV quand on arrive à des postes qui sont assez importants et qu'à la fin il reste deux CV ? C'est quoi qui va faire un peu la différence ? Là, si les deux CV se valent, ça va être un peu la personne, comment elle réagit, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'il y a un bon feeling. C'est vrai que moi je fonctionne beaucoup à l'instinct. Ouais. Alors beaucoup de recruteurs me tueraient de dire ça parce qu'aujourd'hui on essaye d'éviter tout type d'instinct dans les recrutements. Ouais. Mais mine de rien, moi c'est un peu ça, c'est si je suis en train de recruter une freelance et que je dors pas de la nuit, c'est quand même mauvais signe. Ouais. Je le sens pas, j'y vais pas. Donc moi je me fie beaucoup à ça et jusqu'ici j'ai jamais été déçue, donc je continuerai en tout cas de me faire confiance. Mais d'autres ont besoin de regarder vraiment les expertises, d'avoir une approche très rationnelle. Plus factuelle en fait. Ouais, il y en a qui ont besoin de plus de rationnel. Ouais. Chacun, je pense, a sa méthode pour recruter les bonnes personnes, mais moi j'aime bien quand même, quand il y a deux candidats qui se valent, je privilégierais le côté instinctif. Le côté instinct. On a peut-être un peu plus aussi chez les femmes, peut-être. Je sais pas. Justement, au niveau des offres, tu parlais de la partie conseil. Je pense aussi que c'est une partie qui effectivement peut se différencier de la concurrence parce qu'il y a d'autres sites qui proposent des modèles de CV. Cette partie conseil aujourd'hui, donc comment vous la proposez ? Donc on a toute une approche autonomie de l'étudiant sur la plateforme, sur le bar à CV, où l'étudiant va regarder des vidéos, va apprendre un peu tout seul sur nos plateformes. Donc c'est vraiment une plateforme multi-contenu sur l'emploi, donc à lui d'aller découvrir tout ce qui s'offre à lui sur ce thème-là. Et puis après on va avoir tout ce qui est relecture, donc là c'est nos coachs qui entrent en scène en fait, qui viennent relire le CV, donc qui viennent conseiller l'étudiant et le guider. Et après, au sein même de notre outil de CV en ligne, on a tout ce qui va être suggestion de contenu. Et ça, c'est ce qui fera la plus grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on va proposer du contenu de qualité, performant, avec de l'impact, pour un étudiant qui n'aurait pas forcément d'inspiration pour parler de son expérience de babysitting, par exemple. D'accord. Donc ça va être ça notre force, et ce conseil, ce côté je vous guide tout le long du process pour faire un CV de qualité et le plus rapidement possible. D'accord, oui. Donc c'est vraiment les guider de bout en bout pour trouver un CV en tout cas qui les démarque le plus possible. Ouais. Et tout à l'heure tu parlais de référencement naturel, justement, qu'est-ce que tu as mis en place en termes de stratégie pour te faire connaître et pour amener du monde sur le site MyCV Factory ? Oui, c'est hyper dur, tout ce qui est SEO, trafic. Moi j'ai fait pas mal d'articles partenaires au début, donc j'allais sélectionner par exemple 30 sites complémentaires aux miens, donc par exemple de la carrière ou apprendre des langues.
en fait tout ce qui va vraiment venir en complément de mon offre, et on faisait de l'échange d'articles. Donc j'écrivais des articles sur le CV et eux sur mon blog ils écrivaient. Travailler toute la partie backlinks. Voilà, exactement. Donc il y avait plein de liens comme ça qui arrivaient. Donc ça a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de trafic grâce à ça, notamment sur le blog aussi qui a beaucoup marché à ce moment-là. J'ai ouvert un programme d'affiliation. Et là, j'avais quand même pas mal d'articles qui ramenaient des ventes. Donc ça, c'était bien aussi. Donc c'est vraiment des articles orientés quand même vers une vente. Donc ça peut être des articles à thème comme les 10 indispensables pour son CV, voilà, des choses un peu comme ça qui du coup rapportent du trafic. Donc ça, c'était utile aussi. J'ai aussi rapidement opté pour une agence presse. Donc ça c'est plutôt pour du média, télé, radio, mais aussi lien, puisqu'on peut très bien avoir un lien dans les Échos ou dans Biba, des choses comme ça. Oui, j'allais y venir justement parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal d'émissions télé sur lesquelles tu es intervenue, donc j'imagine justement via l'agence presse. Pour toi c'est une stratégie qu'il fallait mettre en place assez rapidement. Voilà, je me suis tout de suite dit que tout ce qui était média, c'est ce qui me donnerait aussi une bonne image. Et auprès des clients B2B notamment, ça peut faire une différence. Ouais. Voilà, donc j'ai tout de suite investi là-dessus. C'était un de mes premiers postes de dépenses d'ailleurs. D'accord. À l'époque, c'était 1 000 € par mois. Donc c'était quand même un gros investissement pour moi. Donc voilà, c'est vrai que même créer des communiqués de presse, toutes ces choses-là, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi. Donc voilà, et puis après, il y a tout ce qui est page produit avec les mots-clés qui vont bien, les titres des pages. Voilà, j'avais quand même beaucoup de pages sur le site, ce qui permettait d'avoir quand même du trafic et des nouvelles pages chaque jour. Et donc Google était content. Et Google Images me rapportait aussi beaucoup de trafic. D'accord, donc vraiment, d'accord, très bien. Plutôt, donc tu étais vraiment référencement naturel, travailler le backlinks, les articles, les mots-clés sur le site. Oui, tout à fait. Et puis de l'affiliation. Ouais. Et est-ce que tu as pensé un petit peu à tout ce qui est réseaux sociaux pour aller toucher justement les plus jeunes, donc les étudiants qui étaient dans ta cible ? Pas trop. J'ai un petit peu fait de référencement payant sur Google AdWords, mais j'ai jamais trop fait Facebook Ads ou Instagram ou LinkedIn d'ailleurs. Donc non. Tout ce qui est payant, voilà, j'y suis jamais trop allée déjà parce que je trouve que c'est assez technique et je m'y connaissais pas trop, je m'y connaissais pas assez. Et puis les seules fois où je l'ai délégué à un freelance, c'était à peine rentable. Et je pense qu'il fallait mettre beaucoup plus de budget pub pour vraiment avoir des résultats. Ouais. De toutes les rencontres que j'ai faites, il me disait qu'il fallait mettre 20 000 € par mois en dépenses budget pub. Et aujourd'hui encore, j'en suis très loin, je fais aucun budget pub. Voilà, je préfère mettre l'argent ailleurs en tout cas et miser sur autre chose que la pub Google. D'accord. En tout cas, tu as priorisé les médias, comme tu disais, les relations presse. Tu as aussi écrit 2 livres, donc sur la rédaction de CV et le deuxième sur le business model. Oui. Pourquoi l'écriture de livres du coup ? Qu'est-ce que ça a apporté de plus ? Ça a apporté une position d'expert plutôt Exactement. dans ce domaine-là ? Et exactement, ça me positionnait comme légitime dans le milieu RH, du CV. Donc le premier livre qui est sur le CV, je trouvais ça super intéressant. En plus, c'était Studyrama qui m'avait contacté pour ce projet. Et je m'étais dit que ça restait dans une cible étudiante. Studyrama, ils faisaient plein de salons. Ça pouvait être qu'un plus en fait au projet de My CV Factory. Et j'ai eu raison parce que c'est un livre qu'on réédite chaque année et qu'on revend tous les ans. Voilà, tous les exemplaires sont vendus. Donc je trouve ça assez cool. C'est 2000 par an. 2000 par an, d'accord, qui sont écoulés chaque année. Chaque année, d'accord. Donc c'est que quand même le sujet intéresse encore et chaque année on rajoute des pages. Voilà, on essaie de toujours innover un petit peu sur les nouveautés. Et puis le deuxième livre, c'est plutôt le côté entrepreneur. J'avais fait un petit peu de mentoring auprès d'étudiants de Sciences Po. Et en fait, dans la salle, il y avait le rédacteur en chef de Erol, des éditions Erol. Et il m'avait dit, franchement, ça pourrait faire l'objet d'un livre, ce thème-là. C'était sur le business model, comment trouver le juste prix, etc. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, ça me changerait un petit peu aussi de l'univers CV. Puis ça me positionnerait comme un peu plus entrepreneur dans le conseil. Ça peut toujours être intéressant. Et puis, comme c'était un projet où on rencontrait des personnes pour parler de leur succès, je m'étais dit que ce serait aussi l'occasion d'élargir mon réseau, de parler de succès. Ça pouvait que m'inspirer aussi pour moi-même.
Donc voilà, c'est parti comme ça. Alors celui-là est un peu décalé par rapport au premier. Mais voilà, les deux étaient des beaux projets. Oui, et puis ça apportait de la notoriété, du coup, directement, oui, ça t'apportait de l'audience, et puis, comme on disait, une position d'expert dans ce domaine-là. Oui. Et du coup, justement, tu parlais de prix, comment tu les as définis, toi, tes offres au niveau des prix, c'était... Un peu comme ça. Ouais, au début, on était à 12,90 sur le modèle du CV. Aujourd'hui, on est un peu en dessous de 10 €. Donc, tu vois, on a un petit peu descendu. Mais en fait, sur les prix des modèles, j'ai jamais trop bougé mes prix. Par contre, sur la rédaction de CV, on fait que augmenter nos prix. On a démarré à 60, on est passé à 90, là, on va passer à 110. Et peut-être que voilà, on augmentera encore. En fait, je me rends compte que quelqu'un qui est prêt à mettre 90, il est prêt à mettre 150 en fait. En fait, la notion de prix ne nous a jamais été reprochée. Même si ça a augmenté. Ouais. On nous a jamais trop dit que c'est... Au contraire, on m'a toujours dit que c'était pas assez cher. Donc je me dis, bon, il faut vraiment que je commence à monter nos prix. Puis en plus, tu dois calculer aussi le prix du freelance. Quoi. Oui. Donc il y a tout ça à calculer. Exactement, ouais. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, c'est ça. Comment on fait pour durer 7 ans? Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de faire autre chose, ou est-ce qu'au contraire tu te dis tu as plein de choses encore à développer autour du projet? C'est vrai qu'il y a des moments hyper hauts, des moments un peu plus bas, surtout quand on est seul. Je pense qu'il y en a qui ont des associés, donc ils peuvent parler de ces choses-là. Je pense que oui, il y a des périodes, déjà les premières années, j'étais encore en auto-entreprise, donc après quand on passe en SASU, c'est encore une autre dimension. Déjà ça redonne un peu une énergie différente, hein. On a envie de... Il y a eu le B2B qui s'est développé, en fait il y a eu quand même pas mal de nouveautés, et puis j'ai quand même eu 2 bébés, et mine de rien, quand on a le perso comme ça qui prend le dessus, et quand on est seul, il y a des années où on n'innove pas parce qu'on n'a pas le cerveau pour, on n'a pas la bande passante pour y arriver. Et donc ça reste des années un peu blanches en fait en termes d'innovation produit et d'idées quoi. Donc en fait ces années-là c'est plutôt du maintien de chiffre d'affaires ou aller chercher du chiffre d'affaires en plus mais sans forcément de nouveautés produits. Et là maintenant que voilà, mes deux bébés sont passés, j'ai à nouveau une énergie folle pour des nouveautés et vraiment aller au devant du marché. Et je pense qu'il y a un moment dans la vie où on n'est pas 100% tout le temps sur les deux, le pro et le perso. Il faut accepter aussi qu'on doit faire des bébés et que c'est aussi ça, c'est quand même ça la vraie vie. Enfin, c'est la vie en tout cas. Et voilà, et après, une fois qu'on a le cerveau bien comme il faut, là, on peut plus s'arrêter d'innover quoi. Jusqu'au 3e bébé, on verra bien. Mais justement, tu as 2 bébés, du coup, deux enfants, tu me disais deux garçons, en bas âge en plus. Comment tu gères les deux? Parce qu'en plus, tu travailles à la maison. D'ailleurs, pourquoi ne pas prendre T'as jamais voulu prendre un bureau à l'extérieur ça fasse un peu coupure ou En fait, j'avais un bureau avant, d'ailleurs je l'ai toujours, hein, mais j'ai jamais mis les pieds. Donc, pourquoi? Mais je sais pas, je pense qu'en fait je suis bien chez moi, au calme, sans aucun bruit, sans aucune distraction aussi. Moi j'avais besoin de concentration. Et c'est vrai que quand j'entendais tous ceux qui sont dans des coworking ou des choses comme ça, en fait il y a du bruit autour. Il y a beaucoup de bruit, il y a toujours quelqu'un qui part fumer, tu viens avec moi fumer, tu viens, on va prendre un café. En fait il y a toujours quelqu'un qui t'empêche de travailler. Et du coup, moi, comme justement j'ai mes enfants à aller chercher à 16h30, le temps m'est compté quand même pas mal et je dois bien tracer pour faire tous mes objectifs avant. T'optimises tes journées sur les temps où ils sont à l'école en fait. Exactement, parce qu'après c'est un peu plus compliqué quoi. Quand ils sont à la maison et c'est fini. C'est fini, oui. Et comment tu t'organises justement pour essayer de trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso? Écoute, déjà je vais pas mal au sport, enfin je case 1 heure de sport aller tous les 2 jours entre midi et 2. Ça me permet un peu de changer d'air et d'aller chez moi, d'aller au sport je veux dire. Et donc déjà avoir une hygiène un peu de vie sportive c'est important je pense. Après je trace comme une dingue, c'est-à-dire que j'ai un planning, une to-do list importante à faire et je coche tout ce que j'ai à faire. Mais par exemple si j'ai fini ma liste à 13h, je vais pas enchaîner sur autre chose, j'ai fini ma journée par exemple. D'accord.
Je suis assez raisonnable dans le fait de ne pas m'en rajouter encore plus dessus. Et si j'ai fini mon truc dans les temps et même avant, je m'octroie du coup, je vais faire 1 heure de piano, je vais aller regarder Netflix, je vais faire la cuisine, je vais faire des choses pour moi, quoi. Oui, tu vas Bon, c'est rarement le cas, hein, mais ça peut arriver. Tu termines pas tous les jours à 13h, t'as tout. Non, pas du tout. Mais dans les moments un peu plus calmes, quand c'est l'approche de l'été ou des choses comme ça, c'est des moments un peu plus calmes et ça peut arriver que je finisse à 13h, oui. Ouais. Et ça t'est arrivé de travailler le soir après que les enfants soient au lit? Ça m'est rarement arrivé. Mais là, on va dire que oui, depuis mai dernier, quand j'ai vraiment lancé mon gros projet de refonte de marque et tout ça, j'ai retravaillé le soir. Mais moi, je suis pas quelqu'un du soir. Ouais, j'ai du mal à travailler le soir, ça me fatigue l'esprit. Voilà, je pense que je suis pas très efficace. Ouais, on a tous des temps plus efficaces que d'autres, quoi. Oui, c'est ça. Donc je pense aussi qu'il faut savoir s'écouter et se connaître un peu. Et si on sait qu'on est mieux le matin, vaut mieux peut-être tout miser sur le matin. D'accord. Ouais. Et justement, donc tu parlais là les prochains défis donc pour MyCV Factory, c'est quoi? Tu parlais de refonte de l'offre. Oui, en fait, justement, c'est ce gros projet de digitaliser à fond. Parce qu'aujourd'hui, on vendait des modèles de CV sur Word et sur PPT. Aujourd'hui, le monde a changé, en fait, et le monde a besoin d'un truc online, d'un CV en ligne. Ouais. Donc, on passe à ce modèle-là. Et puis là, tout l'enjeu, c'était d'avoir quelque chose de très intuitif, presque comme si on était à la tête de l'étudiant. Donc c'est le rôle de Cécile de traduire justement ce besoin étudiant dans notre outil. Et voilà, ça sort fin novembre. Donc on en attend beaucoup. Et après, il y a plusieurs étapes. On a le CV en ligne, on a d'autres projets ensuite qui suivront comme ça toute l'année. Et donc l'idée pour moi, c'est un peu un renouveau. Là, on change même la couleur du logo, on a changé beaucoup de choses. Et c'est un peu la nouvelle page de MyCV Factory, le nouveau destin qui démarre, une nouvelle vie un peu. Après 7 ans, donc là il y a besoin de redémarrer sur autre chose, peut-être carrément un peu plus, on va dire, dans les temps modernes. Exactement. Avec un CV directement en ligne. Donc du coup là ça demande du développement, j'imagine. Donc tu as fait appel à quelqu'un d'extérieur pour développer l'outil. C'était pas facile à trouver, c'était même très difficile, c'est des métiers en tension. Qui en fait sont très très chers, même en freelance. On peut avoir des devis à 150 000 € pour une année de travail. Donc c'est vrai que je suis d'abord allée en Inde, avec une agence en Inde. Ça s'est mal passé, très très mal passé. J'ai perdu 5 mois. Ils m'ont remboursé, donc ils ont été très fairs et ils savent qu'ils ont un peu planté le projet. J'ai juste perdu du temps. Après j'ai retrouvé une agence qui se trouve à Moscou, qui est en Russie. Et je l'ai eu par un contact qui me suit. En fait, mon mentor aujourd'hui, mon coach, c'est Thierry Lunati, qui est le fondateur de Viadeo. Et lui, il me donne toujours une longueur d'avance sur tout ce qui est data, tech. Lui, il est justement très tech. Et donc c'est lui qui me suit sur plein de sujets au quotidien. Il est sur mon Slack et on parle tout le temps. D'accord. Depuis quand c'est ton... Ça fait 1 an et demi seulement. D'accord. Justement, c'est marrant parce que je l'avais contacté pour le livre du business model, pour l'interviewer sur son succès avec Viadeo, avec ses autres entreprises. Et il m'a dit, moi, je n'ai pas du tout envie de faire ton interview. Par contre, si tu veux, je te reçois dans mes locaux pour parler de toi plutôt. Ah, ça passe, ça. Je dis, oui, super, je veux bien. Donc, ni une ni deux, j'étais dans ses locaux. Et en fait, on s'est super bien entendu. Et il m'a dit, moi, je veux bien te coacher, t'épauler sur la suite. Voir un peu comment tu peux avancer plus vite grâce à mon aide, etc. Et donc, en fait, c'est resté comme ça. Et chaque fois que j'ai une grande question ou quelque chose d'important, il est inclus à la discussion. D'accord. Et donc, cette aide d'avoir le coach là depuis 1 an et demi, ça te permet aussi de savoir où tu vas. Enfin, quand tu te poses des grands questionnements. Il y répond en fait. Il y répond. Quand moi, j'ai pas la réponse, lui, il l'a. Toujours. D'accord. Et même par exemple si j'ai un doute sur une commerciale, parce que je suis en train d'avoir quelqu'un qui me génère des rendez-vous et m'aider en fait sur tout l'aspect commercial, je vais lui envoyer le profil et s'il me dit qu'il le sent pas, je la prends pas. D'accord. C'est lui qui tranchera à la fin quand même. D'accord. Donc c'est une relation qui s'est installée de mentor bien. Ouais, ça m'aide beaucoup. Qui t'aide beaucoup. Voilà. Et puis lui bien sûr il a un grand réseau aussi. Alors aujourd'hui il m'en fait pas forcément bénéficier, mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait m'aider à un moment donné
si je veux grandir énormément, trouver peut-être des investisseurs ou des choses comme ça, et ça peut être hyper intéressant d'avoir voilà, ses amis à lui, son réseau. Et pourquoi je te parlais de lui, je me rappelle plus. Parce que je te demandais les prochains défis. Ah voilà. Et donc avait... c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette agence en Russie, puisque c'est une des filles qui coach aussi sur une autre entreprise qui a fait appel à cette agence et donc effectivement c'est une super agence. D'accord. Et justement, donc tu disais, donc là tu repars sur quelque chose de nouveau. Aujourd'hui l'entreprise, comment tu gères financièrement? C'est toujours autofinancé? Tu ne veux pas faire appel à un investisseur à un moment ou... Aujourd'hui c'est autofinancé. J'ai fait quelques prêts bancaires, tout ce qu'il y a de plus classique, et ça a suffi jusqu'ici à me porter. Évidemment, je suis tout à fait ouverte à plein d'autres types de financement. Simplement, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, d'aller les trouver, d'aller pitcher, d'organiser tout ça. Finalement, j'ai toujours privilégié la hausse du chiffre d'affaires et aller chercher plutôt du commercial et des nouveaux clients, plus que d'aller chercher de l'investissement. Mais il faudrait peut-être faire un peu des deux. Mais voilà, ça prend pas mal d'énergie. Ça prend aussi de l'énergie, oui. Ouais. Puis après, il faut faire un choix à un moment pour à quel moment on veut faire passer aussi l'entreprise à une certaine étape, parce que c'est vrai qu'aller chercher des investisseurs, du coup, ça te fait basculer aussi dans autre chose. Exactement, mais j'y viendrai peut-être. Là, mon gros projet de refonte, ce sera peut-être que le début d'une nouvelle vie. Et après, voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles aussi, des rapprochements avec d'autres entreprises. Voilà, ça peut être aussi simplement une alliance avec une grosse boîte qui investit en moi. Enfin, voilà, plein de choses sont possibles. Il faut juste déjà sortir mon produit, me rendre en fait un peu séduisante. Justement pour ça. Pour la sortie du nouveau produit, tu as une date qui est prévue? En tout cas, on sort d'abord en B2B. D'accord. Donc là, tu vises vraiment sur le B2B parce que c'est ce qui t'apporte le plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, oui, mais j'aimerais vraiment retrouver ma place dans l'univers du grand public. Donc la sortie de l'outil arrivera dans un second temps. Mais pour l'instant, on le fait un peu en mode off, en fait, avec nos écoles, un peu en mode tête-à-tête. Et on va tester ensemble ce qui marche moins bien. Et une fois qu'on a bien l'outil, bien ancré et tout le monde est content, on le déploie dans le grand public. Dans le grand public. D'accord, très bien. Est-ce que tu as commis une grosse erreur pendant tout ce parcours au lancement de ton projet et que tu voudrais partager avec nous? Une grosse erreur C'est quelque chose que tu as fait, tu te dis, peut-être avec du recul, j'aurais dû faire différemment. Je pense que moi, je suis vraiment dans l'entrepreneuriat, dans le sens où je m'éparpille un peu, je lance plein de choses. Et alors, c'est pas forcément une erreur, mais du coup, j'ai tendance à faire 1000 trucs en même temps que je mène pas forcément au bout. D'accord. Donc, c'est embêtant un peu. Ah oui. Donc, moi, je suis une grande lanceuse d'idées, mais derrière, justement, il me faut quelqu'un pour récupérer toutes les idées et les faire aboutir un petit peu. D'accord. Donc c'est aussi comme ça que par exemple finalement je suis très bonne dans le commercial, puisque je lance un projet, je signe un contrat et c'est Virginie qui reprend tout l'opérationnel et qui met en place. Donc on fonctionne très bien toutes les deux comme ça. Donc voilà, on va dire qu'une erreur classique c'est ça, c'est de vouloir un peu tout faire, un livre, un deuxième livre, monter un TV show, je lance une émission de télé, donc ça aussi ça prend du temps. Plein de choses un peu comme ça qui prennent du temps et qui rapportent pas de chiffre d'affaires par exemple. Mais il faut aussi s'éclater. C'est un peu aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont aussi dans ce... Enfin, on est tous différents, mais qui aiment bien se lancer sur plusieurs projets différents. Et puis après, c'est vrai qu'il faut rester concentré sur une seule chose. Et justement, ça dépend du tempérament de chacun. Oui, et puis après, c'est pour ça que c'est bien d'avoir d'autres personnes dans l'entreprise. Donc, en l'occurrence, les freelances autour de moi qui viennent me dire bon, attends, tu veux lancer ça, mais alors réfléchis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel objectif? Pour quelle ambition? Pour aller où dans 5 ans? En fait, c'est des questions qu'au départ, je me pose pas forcément. C'est pas dans ma nature d'être si rationnelle avec les choses. Je suis plutôt instinctive et je me lance un peu comme ça sur mon intuition. Et justement, Cécile, ma chef de projet, va toujours me questionner sur la valeur et sur derrière la rentabilité probable et la performance et en quoi ça me démarque des autres, etc. Donc
tout ça, c'est aussi des freelances de qualité, des personnes de qualité avec qui il faut travailler et qui viennent apporter de la valeur sur tous les projets et les questionnements. Ce que j'allais dire, du coup, tu as une équipe de freelance vraiment au top. Hein, très très bien. Du coup, qui n'hésite pas justement aussi à te... Complètement, qui hésite peut-être un peu. Quoi. Et à me challenger énormément. Pourquoi tu écris ça? Ah bah je sais pas, bah alors l'écris pas. Tu vois, c'est vraiment des personnes voilà, qui veulent le bien de l'entreprise, qui veulent mon bien aussi, parce que la plupart du temps, ça fait plus de 7 ans qu'on se connaît en plus déjà. Voilà, c'est des personnes qui travaillent dans le bon sens, quoi. Vous avez construit une relation qui est très... voilà. C'est vraiment durable et... oui, c'est ça. Et de grande confiance. De grande confiance, exactement. Et j'ai perdu la question parce que du coup, je voulais te poser une question justement par rapport à ce que tu disais. Enfin, on va me revenir. Tu parlais tu vas faire un TV show. Oui. C'est ça? Ça va parler de quoi exactement? Oui, alors en fait, c'est parti d'un délire parce que tu sais, je travaille avec des coachs... plein de coachs, des coachs de bien-être, des coachs inspirationnels, des coachs de vie, plein de coachs un peu, pas forcément reliés à l'emploi, mais ça peut. Et en fait, elle me dit, cette coach-là, donc, qui s'appelle Caroline Bijac, et elle me dit, moi je rêverais d'avoir mon émission télé. Et je dis, mais moi aussi, c'est dingue, j'adore ça, tout ce qui est, un peu plateau télé, moi j'ai toujours aimé ça. Et elle fait de la chanson, elle est chanteuse en parallèle. Et on se dit, voilà, faisons ça. Et en fait, notre émission s'appelle La Banane. Et parce qu'on donne la banane aux gens, et justement, je te vois rigoler, mais parce que c'est le but, l'idée c'est de faire rire les gens. C'est la première émission de divertissement professionnel. Et on invite en fait des personnes pour parler de choses professionnelles, de métiers, de vie, de parcours inspirants, pour inspirer un peu les étudiants. Et que c'est pas parce qu'on parle d'emploi ou de bien-être et tout qu'il faut toujours parler un peu cliché, de trucs un peu chiants. Donc nous, on a eu envie de parler de ça de manière marrante. Et donc, on a on a fait appel à mon école Schema, Campus Grand Paris à Suresnes, qui ont une énorme Skyroom à nous prêter, avec l'association audiovisuelle de Schema qui organise absolument tout avec un matériel exceptionnel et une équipe incroyable. Donc voilà, on est en plein dans les préparatifs puisque le pilote aura lieu le 30 septembre. Et donc ça prend pas mal de temps. On a créé un jeu aussi comme un quiz, comme Burger Quiz un petit peu, autour du professionnel, sur des situations insolites qu'on peut vivre au travail et des situations marrantes. Et comment réagir à ce genre de situation. Parfois les jeunes, tu sais, ils sont, au lieu de rigoler quand il s'est passé un truc au travail, on se met à pleurer aux toilettes, tu vois, et on détend un peu l'atmosphère là-dessus. Donc voilà, tout ça, c'est un truc qui me plaît vachement. C'est aussi dans une idée de montrer My CV Factory sous une autre facette, d'avoir un projet avec Caroline. Décalé, en fait, c'est vraiment, et c'est du live, donc on a aussi un public dans la salle. Il y a 20 étudiants qui viennent écouter, nous applaudir, etc. Ça fait un peu plus émission télé, un peu chaleureuse, un peu humaine, avec des vraies personnes. Et voilà, c'est aussi un projet pour moi de collaboration avec Caroline pour essayer aussi de faire quelque chose un peu différent ensemble. Donc voilà, on fait plein de trucs comme ça, toujours pour plaire aux candidats, pour démystifier le marché de l'emploi et vraiment les booster aussi. Oui, amener un petit coup de choses drôles, décalées, leur apporter la banane en fait. C'est ça, exactement. Ça fait du bien dans ce marché-là, Voilà. C'est vrai que parfois, quand on en parle toujours de façon très carrée, très sérieuse. Voilà. Et puis donc il faut aussi un peu c'est ça. Lâcher un petit peu, Ouais. Ça va être sympa. Le lâcher prise. Le lâcher prise, exactement. Et du coup, vous tournez donc le 30 et ça sera en ligne en octobre. Alors le 30, c'est vraiment le pilote, donc on a décidé de ne pas le diffuser pour l'instant, d'aller regarder ce que ça donne. Par contre, tous les autres seront disponibles, c'est du live, donc chaque mois, on se donnera rendez-vous entre midi et 2. Les dates, on les publiera à un moment donné. Et évidemment, chacun peut s'inscrire pour venir sur le plateau et nous découvrir. Donc ça, après, c'est un lien et c'est les 15 premiers qui pourront venir. Et voilà, donc l'idée, c'est ensuite de le retranscrire évidemment en visio et tout le monde peut accéder au contenu et écouter ce qu'on raconte. D'accord. Écouter nos blagues. Et repartir avec la banane, franchement, ça peut faire beaucoup de bien. Exactement. Ok, je vais te poser mes dernières questions que je
je pose à chaque fois. Est-ce que tu peux me citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Carrément. Je pense instinctivement à Pauline Léniaud, que j'écoute beaucoup, c'est vrai. Alors elle a son podcast, elle a maintenant ses formations, donc elle est très très présente, c'est vrai. Mais je l'ai toujours écoutée depuis le début. Oui. Voilà, je trouve qu'elle semble en tout cas sincère. Je trouve que c'est chouette ce qu'elle raconte. Et donc voilà, j'écoute aussi pas mal les leçons du gratin de son podcast, qui justement apporte ce côté très concret, très terrain. Moi j'aime bien ça aussi. Et voilà, donc elle, je l'admire beaucoup. D'accord. Et puis c'est vrai qu'elle fait pas mal de projets aussi. À côté. À côté de... Ouais. Mais elle n'est pas toute seule, hein. Je pense que dans chaque projet, elle a une bonne équipe qui gère. Ça, c'est important. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une femme qui est au début de son activité entrepreneuriale, ça serait lequel? De croire en son idée. Franchement, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. D'accord. De croire en elle. Ouais. En son idée. Carrément. Et même, c'est pas parce que ça fait pas 1 million de chiffre d'affaires que c'est pas bien. Voilà, d'avancer à son rythme aussi. Vraiment, oui, d'y aller, quoi. Que la vie est trop courte pour pas y aller, surtout. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne? Un proverbe, quelque chose qui te décrirait? C'est une bonne question. C'est la phrase de Confucius, mais j'arrive jamais à la dire dans le bon ordre. Faites un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Je crois que c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui me ressemble. On est vraiment sur quelque chose qui nous passionne, pour pas avoir l'impression. On compte pas du tout ses heures et je reviens pas pareil quand je regarde la montre et qu'il est déjà 17h, ça me paraît dingue. Donc c'est vraiment que tu étais absorbée, que tu es bien dans ce que tu fais. C'est ça. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire à recommander ou que tu recommandes souvent? Eh ben, le livre que j'ai lu il y a quelques années, c'est le Lean Startup, mais qui est assez commun maintenant, tout le monde peut le conseiller. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'idée de dire qu'on teste un petit truc et si ça marche, alors on développe et on le met à grande échelle, plutôt que de lancer un truc énorme tout de suite et de s'apercevoir qu'en fait il ne correspond pas au marché. Donc ça, c'est important. Après, un autre podcast, j'écoute un peu Bliss Story sur les mamans qui vivent des trucs affreux. Et puis le gratin de Pauline Léniaud. Voilà. Et c'était quoi le dernier truc? Un reportage? Alors moi, dernièrement, ça n'a rien à voir, mais j'ai adoré sur Netflix la série L'Agence, qui est un reportage un peu télé-réalité sur une agence immobilière dans le luxe parisien. Je ne sais pas. Ouais. Et en fait, j'ai bien aimé, ils filment cette famille qui vendent des biens exceptionnels, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa de découvrir tous ces biens magnifiques dans Paris, un peu cachés. Un peu cachés, mais on ne voit pas. Oui. Voilà, je trouve ça sympa à regarder. D'accord. C'est un business étonnant, voilà, le business qu'ils ont monté est sympa. D'accord, donc on apprend des choses sur justement le business de ces biens un peu rares. Ouais. Ok. Si on veut t'écrire, ça se passe où? Eh ben, c'est pauline@mycvfactory.com. D'accord. Très classique, par email. Et puis ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ouais. Sur LinkedIn, je réponds. D'accord. Le mot de la fin? Le mot de la fin, ayez la banane. J'aime bien, j'aime beaucoup. Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, des prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.